Allez, c'est parti, je vais vous faire une petite carte mentale express sur ce chapitre, deuxième chapitre sur le marché, qui s'intitule « Comment des marchés imparfaitement concurrentiels fonctionnent-ils » Donc je vous rappelle, pour comprendre un petit peu la logique, c'est que dans un chapitre précédent, on a vu quels étaient les mécanismes de marché. Là, on va voir dans la situation, dans la réalité économique, qu'il y a des marchés que l'on qualifie d'imparfaitement concurrentiels. Alors pourquoi est-ce qu'on les qualifie d'imparfaitement concurrentiels? Les économistes, ils ont défini ce qu'on appelle des conditions de concurrence pure et parfaite. Ces conditions qu'on avait vues en classe, elles sont au nombre de 5. Atomicité, libre entrée et libre sortie sur le marché, libre circulation des hommes et des machines, information parfaite et homogénéité des produits. Donc ça, c'est une situation théorique. C'est important de le comprendre. Donc cette situation théorique, ce serait la situation dans laquelle le marché serait le plus optimal, fonctionnerait le mieux possible, dans lequel les surplus du consommateur, du producteur seraient les plus élevés. Donc ça, c'est une situation, voilà, un idéal théorique. Et en fait, ce qu'on observe dans la réalité, c'est que la réalité n'est forcément différente de cet idéal théorique. Et en fait, on observe différentes situations que l'on qualifie d'imparfaitement concurrentielles. La première situation de concurrence dite imparfaitement concurrentielle, c'est la situation de monopole. On a un seul offreur qui fait face à une multitude de demandeurs. Donc lui, il va être en forte capacité d'influencer les prix. On va dire qu'il va avoir un très fort pouvoir de marché. C'est-à-dire, si le monopole il veut augmenter les prix, il le fait puisqu'il n'y a rien qui l'en empêche, il est seul sur le marché. Ce qu'on avait vu à propos du monopole, c'est qu'il y avait 4 types différents de monopole. Donc le monopole n'est pas éternel. Quelques éléments qui permettaient de comprendre d'où venait le monopole. Le monopole institutionnel, premier type de monopole, c'est le monopole qui est créé et garanti par l'État. C'est par exemple le cas de la Française des Jeux. Deuxième type de monopole, le monopole d'innovation, c'est l'entreprise qui a inventé un service ou un bien particulièrement innovant et qui est dans un premier temps ou pour un certain temps seul sur le marché. C'est par exemple le cas de Microsoft avec ses systèmes d'exploitation pour les ordinateurs, ou c'est aussi le cas de Blablacar. Troisième type de monopole, le monopole de ressources, c'est-à-dire une entreprise qui possède toutes les ressources nécessaires à un type de production. C'est le cas par exemple pour certains vins, par exemple, où une entreprise possède tous les domaines d'un certain type, donc elle est la seule sur ce créneau, elle est donc en situation de monopole. Et quatrième type de monopole, le monopole qu'on appelle naturel, c'est une entreprise qui se situe sur un créneau particulier où c'est généralement des marchés de réseau qui sont caractérisés par des coûts fixes très élevés. Donc ce qui signifie que toute entreprise qui souhaite s'implanter sur ce marché va devoir débourser des sommes énormes pour s'implanter sur ce marché. C'est par exemple le cas de, je sais pas, le réseau ferroviaire, par exemple. Il n'y a pas d'entreprise en France, autre que la SNCF, qui souhaite s'implanter sur le réseau ferroviaire, puisque ça signifierait qu'il faudrait acheter des terrains pour faire passer des lignes, mettre en place des lignes, ensuite acheter des trains, etc. Donc c'est des situations où les entreprises se retrouvent naturellement en monopole. Donc ça, c'est une première situation. Situation de monopole. Deuxième situation qu'on peut rencontrer, la situation qu'on appelle de concurrence monopolistique. Donc là, ça signifie quoi? C'est-à-dire qu'il y a une multitude d'entreprises qui proposent le même genre de biens ou de services, mais légèrement différents. Donc c'est-à-dire, c'est le cas par exemple de la restauration, si vous vous baladez en ville, il y a une multitude de services de restauration, vous pouvez aller au kebab, vous pouvez aller au tacos, vous pouvez aller dans un restaurant étoilé, vous pouvez aller dans une brasserie, etc. Donc tous proposent le même service, un repas,
mais chacun étant sur un petit créneau, donc chacun proposant un repas qui est différent. Donc on parle de concurrence monopolistique. Troisième type de situation, la situation qu'on appelle d'oligopole. Oligopole, c'est-à-dire qu'il y a un faible nombre d'offreurs, entre 2 et 10 sur un marché. Et ce faible nombre d'offreurs, donc c'est le cas par exemple sur le marché de l'aéronautique, il y a 2 offreurs, Airbus et Boeing. Voilà. Donc différentes situations avec des pouvoirs de marché différents. Ce qui est important de comprendre, c'est que le pouvoir de marché le plus fort, il est forcément en situation de monopole. Donc on peut voir que les entreprises, elles bénéficient de différents moyens pour augmenter leur pouvoir de marché. Ça, cette notion de pouvoir de marché, elle est très importante. C'est la capacité pour une entreprise à fixer les prix, à influencer les prix sur un marché. On parle d'entreprises qui seraient en capacité d'être price maker, d'être faiseur de prix, d'être en capacité de fixer les prix. Comment est-ce qu'on peut augmenter le pouvoir de marché? Ça, c'est une question qui intéresse beaucoup les entreprises. On peut l'augmenter en faisant des ententes, c'est-à-dire en communiquant avec les autres entreprises afin de permettre de s'entendre sur les prix, et généralement ça veut dire d'augmenter les prix. Donc ça, c'est une manière d'augmenter le pouvoir de marché. Les autres manières qui existent, c'est mettre en place des barrières à l'entrée. Donc ça, c'est une autre possibilité. C'est-à-dire, par exemple, mettre en place des barrières juridiques sur un marché afin de limiter l'entrée d'autres entreprises sur ce marché. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir. Et donc, l'objectif de ces entreprises, c'est de fixer les prix, c'est-à-dire d'être faiseur de prix. Voilà. Pour autant, les entreprises, elles ne font pas exactement ce qu'elles veulent, c'est-à-dire qu'en France, et aussi à l'échelle européenne, on a une forme de police de la concurrence qu'on va appeler l'autorité de la concurrence. Donc à l'échelle française, l'autorité de la concurrence, et à l'échelle européenne, c'est ce qu'on appelle la Commission européenne. Alors qu'est-ce qu'elles font? Elles se cherchent à se battre entre guillemets contre différentes pratiques qui peuvent être anticoncurrentielles. Donc il y a notamment, elles cherchent à limiter les ententes. Donc pour ça, elles utilisent un mécanisme qui s'appelle la clémence, c'est-à-dire que elle se base sur le fait que pour révéler une entente, on va inciter les entreprises à dénoncer cette entente en proposant de ne pas sanctionner celle qui aura dénoncé l'entente la première. Donc ça s'appuie sur une théorie économique qu'on appelle le dilemme du prisonnier. Autre comportement qu'elles vont surveiller, ou donc c'est ce qu'on appelle les fusions-acquisitions. Ça, c'est un autre comportement qu'elles vont surveiller, c'est-à-dire le fait que certaines entreprises, une entreprise achète une autre et fusionne avec celle-ci pour n'en former plus qu'une seule. Et ces fusions-acquisitions, le risque qui peut exister, ça serait de créer un monopole sur un marché. Et donc s'il y a création d'un monopole, il y a pouvoir de marché, il y a possibilité d'augmenter les prix. Donc ce que fait la police de la concurrence, notamment au niveau européen, s'il y a deux entreprises s'il y a un projet de fusion-acquisition entre deux entreprises, la police de la concurrence va vérifier qu'il n'y a pas une formation de monopole. Et puis le dernier élément, c'est la police de la concurrence, on va l'appeler comme ça. Elle cherche à lutter contre les abus de position dominante. C'est le fait qu'une entreprise soit en situation de monopole sur un marché et profite de cette situation pour s'imposer sur d'autres marchés. On avait vu le cas par exemple de Google, qui est en monopole
sur le marché des moteurs de recherche et qui en a profité pour se positionner sur le marché des comparateurs de prix, notamment en favorisant son propre comparateur de prix. C'était le cas de Google Shopping. Voilà quelques éléments sur ce chapitre.